Allez, bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière session de la journée. Là. Ça doit commencer à tirer un peu. Donc on va faire un peu de Kotlin ensemble. Je vais vous parler d'injection de dépendance et de Coin qui est un framework d'injection de dépendance. Donc pour me présenter en deux mots, moi je suis Arnaud Giuliani, je travaille chez Blablacar en tant que développeur Android. Je suis Google Developer Expert pour Kotlin. Et du coup, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter avec le handle suivant. Alors Blablacar, hein, c'est une application assez connue. Voilà, on est sur 22 pays dans le monde, 90 millions d'users. Bon, je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui utilisent l'appli mobile. Voilà, et dans l'appli mobile, on a pas mal de Kotlin, on a pas mal de Java côté backend, peut-être un peu de Kotlin, un de ces quatre, ça serait cool. Bon, encore un framework d'injection de dépendance. Pourquoi? Ouais, encore une idée assez intéressante. Il faut revenir un peu en 2016 pour comprendre la démarche de créer un nouveau framework. Et en 2016, on a la première version de Kotlin qui se lance avec le tag Production Ready. Donc à ce moment-là, en fait, c'est toutes les solutions qu'on a sur le marché, elles profitent pas encore des paradigmes de Kotlin et de la facilité d'écriture qu'on peut avoir derrière. Donc effectivement, moi à l'époque, sur la partie Android et spécialement, je vais avoir besoin de quelque chose qui m'aide beaucoup aux alentours. Spring à l'époque aussi n'est pas encore en Kotlin. Je pense que ça fait peut-être 2 ans qu'il commence vraiment à pousser les wagons pour Kotlin. Donc à l'époque, il n'y a vraiment pas grand-chose pour structurer son application. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir profiter du langage Kotlin, qui est vraiment concis, qui est facile à lire, pour justement avoir un petit framework assez minimaliste pour se lancer sur la problématique. Donc Coin, c'est un framework donc pur Kotlin, donc qui cible toutes les plateformes, on va dire, qui utilisent du Kotlin, donc Android, mais aussi ça peut être utilisé donc dans Ktor et dans la partie multiplateforme. Ça a été démarré en 2017, maintenant c'est un projet qui atteint 7000 stars sur GitHub, c'est pas mal. Déjà pas mal de téléchargements, il y a 5 millions de downloads sur tout artefact confondu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 600 000 downloads sur la partie Core et Android. Il commence à y avoir 10-15% de downloads sur la partie multiplateforme, donc ça commence à monter. Et si vous voulez toute la documentation et pas mal de liens, il suffit d'aller sur le site web du projet insertcoin.io. Donc on va jouer avec la version 3.1.2. Et là vous avez les dépendances que je vais utiliser, voire même qui ne fera pas de test, c'est pas grave. Donc on va faire deux parties, une petite partie où je vais vous montrer un kata en live coding et ensuite je vous montrerai la partie multiplateforme. Alors, je me suis risqué au live coding. On va voir si il va m'arriver une tuile ou pas. Bon, je suis en mode papy là, ça devrait être assez lisible. C'est bon? Yes. Donc je reprends un petit kata pour expliquer l'injection de dépendance. Je reprends un petit kata qui est la Coffee Maker. C'est un exercice où on apprend en fait à prendre 3-4 classes. Donc en fait une Coffee Maker qui est donc une classe qui va utiliser une pompe et un composant de chauffe pour justement chauffer l'eau, tirer l'eau, faire le café et faire notre process de café. Donc nous on va avoir une classe en fait qui va aller utiliser une instance de Coffee Maker, d'accord. Ici on est en late init var, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va venir injecter plus tard, sinon le compilateur il nous autorise pas à laisser des variables un peu n'importe comment. Il va vous dire soit mettez quelque chose de nullable et mettez un nul, soit effectivement venez vous initialiser plus tard. Et là on a une petite fonction run qui va renvoyer une chaîne de caractères qu'on va imprimer dans l'écran et qui va nous permettre d'imprimer l'ASCII art de la machine à café en fait. Et toute la problématique elle est la suivante, c'est que voilà, on a les 3 pièces de notre machine à café qu'on voudrait assembler pour faire la Coffee Maker et l'injecter ici. Et tout le jeu de l'injection de dépendance, c'est justement de pouvoir référencer les composants par contrat et pas directement à la main comme ça.
Donc en fait, là, on va voir que chaque composant utilise les interfaces qui sont heater et pump. Et ici, on va avoir une petite casse coffee maker. Donc du coup, si vous voyez ici, j'ai 3 composants. Je déclare à la main. Je vais assembler à la main les quelques trucs. Là, il faut que je vienne instancier la classe Coffee App, que je vienne, donc là je fais un apply, donc en fait on récupère l'instance dans la lambda et on peut venir écrire dans les attributs. Et donc là je viens injecter, entre guillemets, à la main mon truc. Et donc je peux faire un run et j'ai un magnifique ASCII art ici. Voilà, là ça y est, on a notre café, on est content. Bon, c'est pas ça qui va nous réveiller. Mais voilà, ça a le mérite d'être un petit exercice concis et justement, quand on découvre un peu les paradigmes d'injection de dépendance, ça permet de comprendre la notion d'interface, d'implémentation, de choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais juste décommenter CoinCore. Donc, en fait, Coin, c'est quelque chose de complètement agnostique, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez utiliser ce framework dans n'importe quelle application Kotlin, principalement. Vous pouvez faire un peu de Java aussi. Il y a de la rétrocompatibilité pour ceux qui veulent faire du Java avec, mais c'est quand même avant tout pensé pour le développement Kotlin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première configuration. On va utiliser un DSL. L'avantage de Kotlin, c'est la capacité, la puissance de pouvoir créer des DSL très simples et de faire des choses typées très facilement en fait. Donc là, bon, je mets ma configuration au milieu du code, hein, c'est pas très grave, mais on va faire un Coffee App module. Voilà, et en fait on va appeler une fonction module, et voilà, là on a une lambda et on va dire ça y est, je peux déclarer ce que je veux dedans, et je vais vouloir déclarer ces composants là en fait pour pouvoir l'injecter après ici, d'accord. Donc en fait, donc premier mot clé module, deuxième mot clé on va faire single qui va nous permettre d'avoir une instance unique dans notre espace mémoire, voilà. Donc on va aller directement instancier le composant qu'on veut. Donc là, c'est du Kotlin, hein. C'est un DSL, ça utilise directement notre code, ça compile avec notre code, donc c'est assez intéressant dans ce sens-là. C'est pas un méta-langage de description qui ne détectera pas que vous avez manqué tel ou tel truc, ça vit avec votre code. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, en Coin, je vais pouvoir déclarer tous mes composants Kotlin de cette manière. Et là, vous allez voir qu'effectivement, je commence à créer une instance. Donc là, c'est une lambda qui va venir prendre la fonction pour créer mon objet. Et quand je vais avoir besoin de résoudre une dépendance, le DSL il propose de vous fournir un mot-clé get pour justement laisser le conteneur résoudre l'instance en question. Et du coup, on va faire notre coffee maker là-dessus et on aura nos composants. Donc ça va assez vite. Petite chose à voir ici, c'est que en fait Coin il a pour but d'être minimaliste dans le sens où il doit démarrer le plus vite possible. Il ne fait pas d'introspection, il ne fait pas de réflexion pour vous. Parce que ça doit démarrer, en fait, c'est quand même prévu à l'origine pour démarrer sur de l'Android où on peut avoir des devices un peu faiblards, etc. Mais c'est aussi prévu pour pouvoir démarrer sur du multiplateforme et on n'a pas accès à tout ce qui est dans la JVM en fait. Donc on se retrouve avec des outils sur lesquels voilà, il va falloir cibler et donc ça veut dire qu'ici il faut être spécifique sur le type qu'on veut mapper en face. Donc du coup on va avoir ici la partie pompe et là ici la partie heater. Parce qu'en fait, dans mon exercice, je suis en train de résoudre par rapport à ces interfaces pompe, heater. Et là ici en Kotlin, cette syntaxe ça permet de spécifier le type de retour de mon expression. Et donc voilà, en 3 lignes, j'ai spécifié comment je crée mes instances et comment j'allais les binder. Donc il y a pas mal de choses autour de ce langage pour permettre de paramétrer tout ça après. Mais globalement, voilà, ça c'est créé. Derrière là, je vais avoir un petit DSL pour démarrer mon conteneur, mon petit conteneur. On va appeler ça. On parle tellement de conteneurs partout que là, on va appeler ça plutôt notre injecteur. Et ici, en fait, notre injecteur, il y a 3-4 fonctionnalités, mais la principale fonctionnalité, elle est de venir récupérer le module que vous êtes en train de décrire, en fait. Donc là, on pourrait démarrer. Il me manque encore quelque chose.
c'est que ce composant-là, il a besoin d'être injecté, il a besoin d'aller chercher justement l'instance que j'ai déclarée dans mon injecteur en fait. Donc pour ce faire, donc, je ne vais pas utiliser un DSM, mais là je vais utiliser une interface et en Kotlin, ça va être pour moi la possibilité d'avoir un marqueur d'extension en fait. De pouvoir utiliser cette interface, ça me permet de faire ça en fait. C'est-à-dire que j'ai accès à des fonctionnalités qui font partie. Attendez, je vais corriger parce que du coup c'est plus en late init, c'est un val que je peux mettre ici. Je peux lui mettre un petit private, voilà, très bien. En fait, je peux accéder à une API directement rapportée par extension via Kotlin. Donc en fait, Coin Component, c'est vraiment une interface marqueur qui va permettre de dire telle classe, elle va pouvoir avoir accès à Coin et récupérer directement ce qu'il faut en termes d'instance. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, ça nous permet de bootstrapper tout ce qu'on décrit dans notre DSL et de venir après du coup voilà, se servir dedans. Donc ici on fait plutôt de l'injection par constructeur, d'accord. Donc on fait vraiment de l'injection de dépendance. Ici on est plutôt dans une forme de service locator, c'est-à-dire qu'on va venir le by inject. Ici en fait c'est carrément une expression lazy, en fait ça ne sera évalué que quand vous allez passer dans la valeur et qu'on va vraiment à ce moment-là qu'on va aller chercher la valeur de l'expression. Donc normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai la même chose. Bon, on n'a pas changé notre ASCII, mais en fait, on ne fait plus rien à la main. On déclare tout dans le coin, en fait, et c'est lui qui va résoudre derrière toute la tambouille pour nous. Et un peu comme un Spring, en fait, où on va déclarer les choses. Là, on va avoir un DSL très compact qui va permettre en fait de déclarer tout ce qu'on a besoin en termes d'injection de dépendance. Tout l'intérêt en fait derrière, on va pouvoir venir enrichir n'importe quel runtime avec ça. C'est-à-dire qu'on peut cibler n'importe quel framework, on peut venir enrichir grâce au mécanisme d'extension, on peut venir enrichir n'importe quelle plateforme qu'on veut et ce de manière assez magique. Donc je vais vous montrer, parce que le temps tourne, je vais vous montrer par exemple en Android. Alors ça va être très simple, hein. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pas le faire tourner, mais vous voyez, je rajoute juste ma dépendance Gradle. Je vais aller chercher, ma classe, mon activity. Donc là, vous voyez, c'est une activité, c'est juste une petite vue Android qui va juste afficher un écran. On a un titre et on a un bouton qui dit quand on clique dessus, on affiche I need coffee, d'accord. Et en fait, vous voyez qu'ici. Ici, par exemple, je vais pouvoir. Bon, j'ai un lien sur le module Gradle de l'application qu'on vient d'écrire, mais en fait, je vais pouvoir directement utiliser l'API de Coin directement dans le runtime, comme si c'était l'API Android pure en fait. Donc vous voyez que c'est écrit en jaune, donc ça surligne. En fait, IntelliJ, il vous aide à comprendre que c'est une extension. Vous faites un import, mais globalement, en termes de découverte et d'usage, vous piochez, vous avez l'impression de piocher en fait dans l'API Android. Donc c'est hyper appréciable parce que du coup, en fait, on va pouvoir donner les clés rapidement à n'importe quel framework comme ça. Donc vous voyez qu'en Android, en fait, Coin a énormément de succès en Android parce qu'effectivement, ça a permis d'utiliser la puissance de Kotlin de manière assez forte parce que voilà, jusqu'en 2017, 2018, 2019, il n'y avait pas d'usage de ce genre d'expression avec des lazy, des delegates, et c'était très compliqué, quoi. Les outils qu'on avait étaient très compliqués. Un autre point ici, c'est que même la partie start, en fait, on va pouvoir, donc j'ai forcément le module, il faudrait que j'utilise le module, mais je peux aussi étendre lui-même le DSL. Donc si j'ai besoin de référencer mon appli, les ressources de mon appli Android, je peux avoir des mots-clés en plus par rapport à la bibliothèque pour dire, ben voilà, ça, typiquement, c'est quelque chose qui va être déclenché, qui va être dispo dans telle et telle librairie. Et je viens enrichir en fonction des besoins de la librairie, en fait. Dernier point, je vais vous montrer Ktor, en fait, parce que Ktor, c'est une librairie de JetBrains.
Donc les gens qui ont lancé le langage Kotlin. Donc dans Ktor aussi, c'est très orienté routing directement. Vous voyez, en fait, c'est pareil. Ils ont vraiment tourné leur esprit côté DSL et côté API très très facile à comprendre et à lire et à écrire. Il n'y a pas d'injection de dépendance en fait. Donc du coup, on va avoir une version de la librairie Coin pour Ktor qui va ramener 2-3 extensions, ramener 2-3 configurations qui sont prêtes à être utilisées dans une applicator. Et en fait, globalement, on va pouvoir installer, on va venir étendre le DSL de Ktor, parce qu'on va venir installer la fonctionnalité Coin. Et derrière, je vais pouvoir récupérer le DSL de Ktor pour qu'il me redirige sur le DSL de Coin. Et là, ici, je vais pouvoir dire, bah voilà, il me faut le module de notre Coffee App. Et par exemple, s'il me faut un logger spécial, il me faut un logger spécial, mais je l'ai oublié de le mettre. Voilà, il me faut par exemple SLF4J. Hop, je vais avoir, à chaque module, je peux avoir petit jeu d'extension qui vient vraiment compléter sur le usage par usage l'utilisation de Coin. Donc c'est plutôt intéressant. Bon là, si j'arrive à le lancer, on verra qu'il est lancé dans le kernel de Ktor. Voilà. On a chargé les 3 définitions en 1 milliseconde, donc voilà, ça nous permet de... Je ne vais pas faire beaucoup plus de démos parce que j'aimerais vous montrer après la partie multiplateforme en fait. Donc vous voyez Coin en fait c'est très simple et c'est toute l'idée du framework, c'est que c'est un petit DSL de 3-4 mots-clés, module, single, vous avez aussi les factories si vous voulez faire des singletons ou des choses qui sont régénérées à chaque appel, et après get pour résoudre vos instances. Donc c'est je dirais c'est très très simple à lire. N'importe qui ne fait pas, qui n'a pas utilisé Coin, il comprend à peu près ce qui se passe là. Et il peut cliquer directement dans le code parce que c'est du code qu'on peut ouvrir directement, c'est pas un métalangage. Alors, côté multiplateforme, comment ça se passe ? Il faut savoir que toute la partie multiplateforme, elle est... Bon, Kotlin a lancé ça depuis la version 1.2, depuis 2017, je pense, ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est vraiment de se dire que dans le même projet, on va pouvoir avoir des source sets communs, c'est-à-dire avoir du code commun, plus après des targets pour spécifier globalement sur quelle plateforme ou comment sur la plateforme ça va se lancer en fait. Et l'idée, si vous avez une chose à retenir sur la partie multiplateforme, c'est celle-ci, c'est de se dire, en fait, on va établir un contrat dans la partie commune, c'est-à-dire que c'est un langage qui est agnostique, c'est du code qui va s'exécuter sur toutes les plateformes. Donc vous allez avoir quelque chose qui est dans la partie commune expect, et actual, ça va être l'implémentation pour la plateforme. Donc un exemple simple, si j'ai par exemple j'ai une fonction de generate ID, en fait sur JVM je pourrais utiliser la bibliothèque UID. Par contre, si je fais du natif, eh ben non, là, il va falloir que j'utilise d'autres choses. Je peux utiliser d'autres SDK ou des librairies C ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, on va vraiment avoir les mains directement dans la partie implémentation sur chaque plateforme. Mais tout l'intérêt justement de l'écosystème open source qui se développe autour de Kotlin multiplateforme, c'est d'avoir des librairies qui soient déjà prêtes à l'emploi et qui savent déjà travailler peu importe sur les plateformes. Donc c'est l'initiative Kotlin multiplateforme mobile. Moi je voulais vous parler surtout de la partie mobile. Sachez que de toute façon sur la partie JS on a les mêmes capacités, mais l'idée vraiment de Kotlin multiplateforme, c'est d'aller justement partager la partie business, mais de garder la partie native UI intacte. Donc en fait, on va vraiment avoir un code Kotlin qui va être mutualisé sur les plateformes. On va en faire des librairies qui sont utilisables par les projets natifs. Et du coup, on va pouvoir garder nos spécificités plateformes tout en utilisant du code commun en fait. Alors, petite projection de ce qu'on va voir rapidement ensemble. L'idée, en fait, c'est que voilà, côté UI, souvent, c'est un petit diagramme d'architecture assez classique côté mobile, mais du coup, on va avoir nos couches de présentation, la partie business et la partie accès data. Tout ça, on va pouvoir le pousser dans la partie commune et on va garder nos vues Android et toute la partie Swift iOS, en fait. Et derrière, il y aura peut-être besoin
de venir implémenter les parties qui nous manquent. On va aller voir en fait. Alors, il y a un excellent projet de John O'Reilly en fait, qui est aussi GDE Kotlin, qui lui est très orienté multiplateforme et qui fait une démo en fait de toute la partie Kotlin multiplateforme, de la partie mobile et web et desktop. Et donc People in Space, là je vais vous montrer sur la partie mobile comment ça se passe et comment on peut justement partager du code qui sera exécutable mobile, JS et voire même exécuter des trucs serveurs. Donc l'idée, voilà, lui, c'est une application People in Space qui en fait répertorie les gens qui sont dans l'ISS et qui montre où est l'ISS en temps réel. Et pour ça, du coup, dans ce projet, si vous allez sur GitHub et vous l'ouvrez, en fait, on va avoir plein de sous-projets. Donc c'est un projet Gradle dans lequel vous allez avoir la partie app, c'est la partie Android, vous allez avoir une partie backend, vous allez avoir une partie common, vous allez avoir les parties compose desktop, etc. Et vous avez les parties iOS, macOS, etc. etc. Du coup, nous, ce qu'on va vouloir regarder, là, on va regarder ensemble comment on peut décrire, comment on travaille sur la partie commune. Et avec Coin, en fait, voilà, là, c'est la partie du puzzle, c'est Coin va permettre justement de gérer toute l'injection de dépendances communes et on va pouvoir la récupérer après dans nos applicatifs, en fait. Donc, si on ouvre le projet, on va voir effectivement qu'on a pas mal de petits composants communs. Et donc, en fait, on va pouvoir les déclarer avec des modules Coin parce que c'est du pur Kotlin. Et donc, en fait, il n'y a pas de gap de plateforme. On vient déclarer nos composants ici. Donc, le DSL, il permet de déclarer ce que vous voulez tant que c'est tant que c'est du Kotlin pur, en fait. Donc, en fait, on va avoir vous voyez un truc qui s'appelle create.json qui permet d'aller chercher la sérialisation Kotlin multiplateforme. On va avoir un client Ktor qui va être utilisé sur toutes les plateformes. La partie API qui nous permet, on fait une petite abstraction de la partie HTTP client et on va avoir une partie repository pour justement aller piocher plus tard dans une partie base de données. Et on a du logging. Donc toutes ces librairies, elles sont déjà multiplateformes. La partie sérialisation, c'est-à-dire depuis une data class, dire j'en fais un JSON, j'en fais un XML, etc. Peu importe la plateforme, JetBrains permet d'avoir la librairie là-dessus. Pareil pour la partie HTTP client, pareil voilà, sur tous les autres points. Et là, on va embarquer une base de données SQLite. Et il y a un framework qui s'appelle SQLite qui permet de faire ça. Et en fait, par contre, là, on est obligé quand même de mettre un peu les mains dans le cambouis parce qu'on est obligé de mettre les drivers propres à chaque plateforme, en fait. Donc comment ça se passe? Donc vous voyez qu'en fait ça c'est dans notre code commun, on a mis nos modules. Donc en fait tous nos composants ils sont prêts à être récupérés par Coin qui sera lancé sur chaque plateforme. Et derrière en fait, dans le module commun, on a mis un expect plateforme module en fait. Et donc ça veut dire qu'on va avoir une implémentation du module commun pour chaque plateforme. Et typiquement ici, on va avoir un module pour la partie JVM qui va nous permettre de lancer la partie driver pour SQLite et justement de préparer la partie base de données en fait. La partie iOS est là en dessous, vous voyez. Donc en fait, et la partie iOS, elle accède vraiment à la librairie iOS native en fait. Donc une fois que j'ai ça, vous voyez ici qu'en fait, on a vraiment cette notion de expect actual, donc vraiment une partie contrat et implémentation par plateforme. Donc vous voyez qu'on a la partie JVM, iOS et la partie commune. Et dans mon appli Android, je vais récupérer ma dépendance vers mon projet commun. Vous voyez ici en fait que, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait on n'a qu'une partie UI. Et globalement, notre logique, là, on veut juste implémenter la logique qui va aller chercher le repository. Donc, on a besoin d'un view model et voilà, on a une classe, un module. Enfin, on va avoir juste besoin d'un tout petit module comme ça et on aura tout ce qu'il faut parce que notre people in space view model, en fait, ça va être déclaré dans la partie commune. Donc, tout ça, ça va tourner. On va pouvoir justement travailler avec notre repository, avec nos coroutines et avec tout le code commun. Côté iOS, vous allez voir qu'on retrouve quasi la même chose en fait, dans le sens où on essaye voilà, d'avoir des paradigmes assez symétriques, parce que sinon c'est un peu le bazar sur chaque plateforme, mais du coup, avec une tendance de faire du multiplateforme, on va vouloir, voilà, là on va pouvoir caler pareil un pattern de view model,
et on va pouvoir récupérer notre People in Space repository de la même manière en fait. Donc, juste pour résumer, donc du coup on a développé tout notre code commun, on l'a déclaré dans notre partie commune, et dans notre app en fait on vient injecter ça dans notre view model en fait. Côté iOS pareil. Et voilà. Si le projet vous intéresse, vous pouvez aller toujours en ligne, regarder la page dédiée. Vous pouvez suivre le projet sur Twitter, sur Medium aussi, il y a quelques articles. Stack Overflow, il y a le tag coin avec GitHub et Slack sont les principaux moyens de communication. Il y a pas mal de contributeurs, le code est en fait pas très compliqué, et en fait au fur et à mesure des use cases, en fait il y a plein de gens qui amènent pour Ktor, pour la partie multiplateforme, pour Android ça explose énormément en termes d'API, de composants, etc. Donc il y a toujours beaucoup de monde. Et le projet commence à avoir aussi des contributeurs, des sociétés qui viennent mettre un peu de support financier, donc c'est pas mal. Mais je vous remercie. Je vais pouvoir répondre à vos questions. S'il y en a. Non, non, ça c'est vraiment la librairie Coin en fait qui vient étendre la librairie Android. En fait, une extension, on vient prendre un objet existant, même si c'est pas le nôtre, et on est capable de définir une fonction dessus. Donc je suis capable de prendre n'importe quel framework, de venir faire une nouvelle fonction dessus. Et donc là, par exemple, on va dire sur les activités, on va mettre à disposition la fonction inject en fait. Donc juste en rajoutant la dépendance, on met à disposition des fonctionnalités par extension, et elles sont découvrables avec IntelliJ et Android Studio, elles sont découvrables comme ça en fait. Alors en fait, c'est une décision entre guillemets d'architecture de base, de dire on va pas mettre coin sur tous les types, parce qu'en fait ça veut dire qu'on pourrait étendre de partout dans tous les sens, et c'est comme je vous disais, c'est un marqueur, c'est aussi pour vous en termes de design dire attention, je dépends de coin dans cette classe en fait. Quand on voit les autres classes qu'on déclare, en fait on fait de l'injection par constructeur, donc en fait on ne dépend pas de l'API coin. Par contre, à partir du moment où on va utiliser en fait un by inject ou quelque chose, on utilise l'API coin, donc ça veut dire que votre classe elle a besoin du conteneur derrière. Donc c'est une manière de, ça a été un choix en fait de dire voilà, ça attention, c'est une manière d'amener en fait l'extension. Mais en fait côté Android par exemple, on n'a pas besoin, parce que justement ces composants-là, on sait que en fait on n'a aucune chance. Enfin, on veut éviter aux gens de mettre partout coin component, parce qu'en fait c'est les endroits par excellence où on va vouloir utiliser ce genre d'écriture. Parce qu'on est dans un cycle de vie, parce qu'on est appelé, etc. Et donc on ne peut pas créer les trucs à la main, on ne peut pas accéder à notre conteneur. Donc du coup on va donner la main directement, et justement là on est prêt à démarrer. Mais l'idée ça a été de ne surtout pas le faire partout en fait, de le faire vraiment à des endroits clés en fait dans le développement en fait. Oui, oui, ouais, la librairie. Alors pourquoi coin ou codéine? La question. Ouais, la lib codéine, elle est là depuis un peu plus longtemps. Et pour être honnête, moi j'avais trouvé le DSL très compliqué. Et moi il me fallait vraiment quelque chose où je j'ai pas besoin de lire la doc, où j'ai pas besoin d'essayer de comprendre, et je copie-colle deux bouts de code et je vais vite, et, euh, et je fais fonctionner ce que je veux. Et enfin voilà, dans le temps voulu, avec ce que pouvait faire Codeine, ça allait soit trop loin, soit c'était trop compliqué dans ce que je voulais. Donc moi je voulais quelque chose d'assez minimal, et voilà. Donc du coup effectivement, je crois que ouais, Codeine, voilà, c'est pareil, ça cible un peu le même genre d'univers. Donc, mais c'est un autre style de DSL en fait. C'est
Et aussi, il y a d'autres fonctionnalités, mais Coin sim vraiment quelque chose d'assez simple qu'on va venir étendre petit à petit en fonction des besoins en fait. Et à tester, hein, tester les deux. Alors, donc du coup, la question c'est est-ce que Google pousse derrière Dagger? La réponse est oui. Et même, en fait, ils ont amélioré énormément Dagger parce que il y avait peu d'utilisation des paradigmes de Kotlin comme on les voit en fait. Il n'y avait quasiment aucun usage. Et aujourd'hui, en fait, ils sont même contributeurs de nouveaux plugins de compiler pour la partie annotation processing. Donc ils ont besoin, parce qu'en fait, eux, tout leur écosystème d'outils, ils utilisent énormément d'annotation. Ils sont assez peu DSL en fait. Donc, bon, c'est un style, hein, mais ouais, ils poussent derrière ça, mais ils poussent derrière beaucoup d'écosystèmes et d'outils Kotlin en même temps, quoi. Mais en fait, Dagger reste encore un outil, enfin leur outil par excellence pour l'injection de dépendances, mais Coin est assez poussé par la communauté aussi, donc ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et je crois que terme de temps, c'est bon. Merci à vous, merci de votre attention.